Chers amis débriefeurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission consacrée à l'actualité africaine. Mais avant de vous dire de quoi l'on parlera cette fois-ci, j'avais un petit message. Il se trouve qu'en parcourant les très nombreux commentaires laissés sur Facebook ou YouTube, je réalise qu'il y a ceux qui réagissent à ce qui est dit dans l'émission, qui sont d'accord sur certains sujets ou pas, et c'est très bien. Et puis il y a ceux qui réagissent en fonction de mes choix capillaires. Oui, il s'agit généralement de commentaires émanant d'hommes persuadés qui sont le baromètre sur lequel je dois m'appuyer pour décider de ce que je fais de mes cheveux. Ah, aussi, ils sont apparemment ceux qui décident de si l'on est suffisamment africaine ou pas à leur goût, en fonction de critères qui sont les seuls à déterminer. Je souhaitais donc leur faire une toute petite dédicace de rien du tout. Je pense parler au nom de plusieurs femmes en vous rappelant que mon apparence, je suis la seule à en décider. Dans ce domaine, en présentant cette émission, je ne vous dois qu'une seule chose, d'être correctement vêtue et présentable. Au-delà de ça, je reste libre, comme tout un chacun, d'alterner les formes et les textures capillaires. Parce que si je dois commencer à me plier au désir de Tartampion du 237 ou de tonton Jean-Pascal de Facebook, on ne va pas s'en sortir, d'accord? Peut-être qu'après, je devrais vous consulter pour savoir quelle marque de dentifrice je devrais utiliser, ou alors, peut-être que je devrais émettre une demande auprès de vous quand j'hésite entre 2 packs de lait au supermarché. Non, je dis ça parce que bon, tant qu'on y est, Donc, puisque vous jugez la qualité d'une émission à la texture capillaire de celle qui la présente, j'ai l'honneur, l'immense honneur, de venir devant vous aujourd'hui avec une perruque bleue électrique, tout ce qu'il y a de plus synthétique. Voilà. Comme ça ne rentre pas dans vos critères de l'africanité suprême et que je ne corresponds pas à votre stéréotype de la femme africaine parfaite, parce qu'outrage et stupeur, je porte des mèches, eh bien, vous savez quoi ? Je vous propose d'abréger vos souffrances en vous laissant quelques petites secondes pour libérer la ligne. Alors, est-ce qu'on pourrait juste me mettre une petite musique d'attente pendant que ça se vide un peu ? C'est bon ? Je crois qu'ils sont partis là. Bon, alors maintenant à vous, ceux qui sont encore là pour le contenu et non pas pour vérifier que ma frange est bien coupée, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va aller au Liban. Alors oui, je sais, le Liban, c'est pas vraiment un pays africain, mais un peu de patience, vous allez comprendre pourquoi on va en parler. On parlera également de fake news et de surveillance de la population au Niger et au Cameroun. Il sera également question de musique avec une révélation faite par la chanteuse malienne Oumou Sangaré au sujet de l'artiste américaine Beyoncé et bien d'autres sujets. Allez, on y va, c'est parti pour le débrief épisode 8. On commence cette semaine avec une affaire qui n'a pas fait beaucoup de bruit ces derniers jours et pourtant, depuis quelques semaines, de nombreuses femmes de ménage éthiopiennes sont littéralement abandonnées par leur patron libanais devant l'ambassade d'Éthiopie à Beyrouth, capitale du Liban. La crise économique qui touche les Libanais, aggravée par la pandémie du coronavirus, pousse une bonne partie de ces familles libanaises à se débarrasser de leur personnel de maison d'origine étrangère. Dans ce pays où, d'après plusieurs sources, les Éthiopiennes représenteraient plus de 60% des 180 000 employés de maisons immigrés, l'affaire a mobilisé jusqu'à la ministre du Travail libanaise, Lamia Yamine, qui a déclaré que tout employeur coupable d'avoir abandonné son employé sera condamné. D'après l'Associated Press, qui a rencontré quelques-unes de ses employés devant l'ambassade éthiopienne, elles ont été abandonnées par leur patron sans salaire, sans vivre, parfois sans effet personnel et même sans leur passeport. Le mauvais traitement des employés de maisons africaines dans les pays du Proche et du Moyen-Orient est malheureusement courant, notamment dû au système par lequel elles sont recrutées, le kafala. Ce terme désigne une mise sous tutelle de migrants par des employeurs dans le monde arabe. Par exemple, une jeune femme qui souhaiterait se rendre aux Émirats arabes ou au Liban pour y travailler comme nounou ou femme de ménage doit bénéficier pour son immigration d'un parrain ou kafil avec qui elle aura été mise en relation, notamment par le biais d'une agence spécialisée. Une fois sur place, elle devra totale obéissance et dépendance au point même de laisser son employeur ou tuteur détenir toutes ses pièces d'identité comme son passeport par exemple. Dans la plupart des pays arabes, malgré la récurrence des cas d'esclavage moderne dus à ce système kafala et malgré les multiples dénonciations par les assauts de défense pour les droits de l'homme, les victimes sont peu protégées légalement et leurs pays d'origine n'interviennent que trop rarement en cas d'abus. Sous-payées, sujettes au racisme, aux violences morales et physiques, parfois même séquestrées, ces employées asiatiques ou africaines ont très peu de recours. Pour revenir sur le cas de ces femmes de ménage éthiopiennes, plusieurs d'entre elles, sans famille sur place et sans ressources, ont dormi dans la rue devant leur ambassade qui a refusé de les accueillir et refuse également de répondre aux médias sur ce sujet.
Plusieurs ONG se sont mobilisées pour héberger certaines d'entre elles dans des hôtels ou des refuges, mais d'après Abby Cheeseman, correspondant du média anglais Telegraph au Liban, le retour de ces employés abandonnés vers l'Éthiopie sera très difficile car il faut compter en moyenne près de 700 $ en ce moment pour un vol vers Addis Abeba. Tout ça alors que la majorité de ces femmes gagnent à peine 150 $ par mois. Alors, cette affaire rappelle la situation des 50 Nigérianes victimes de traite humaine évacuées du Liban le 24 mai dernier. En avril, une autre domestique nigériane y avait été secourue après avoir été mise en vente sur Facebook pour la somme de 627 000 francs CFA. En septembre 2019, 4 Ivoiriennes retournaient en Côte d'Ivoire après avoir échappé à des emprisonnements et des abus alors qu'elles étaient employées au Koweït. Le 4 avril 2019, c'est une vidéo qui avait émergé sur Internet dans laquelle on pouvait voir des domestiques d'origine guinéenne victimes d'abus tenter de s'échapper aussi du domicile de leur employeur en passant par le toit. Bref, la liste est malheureusement trop longue et il serait vraiment temps que les autorités africaines s'impliquent un peu plus sur ce sujet. Elle avait 7 ans. Elle était élève en classe de CE1 et elle avait toute sa vie devant elle. Elle, c'est Gracia Prunel, une enfant kidnappée puis assassinée à des fins mystiques et dont le corps sera retrouvé en février dernier à Cotonou, au Bénin. Une affaire qui aura ému la population béninoise et dont le dénouement a eu lieu cette semaine. Mais d'abord, les faits. Le jour de sa disparition, Gracia est enlevée par un voisin de sa mère, le dénommé Zogni Martial, gérant d'un commerce de liqueurs dans le quartier de Sainte-Rita, à Cotonou. La ramenant chez lui, il l'assomme, puis la tue, avant de tenter de prélever les organes de sa victime. Pendant ce temps-là, la mère, alertée par la disparition de sa fille, se met à appeler le dit voisin avec beaucoup d'insistance. Ce dernier nie avoir enlevé la fillette, mais pris de court, il emballe précipitamment le corps de sa victime dans un sac en plastique avant de le balancer dans un bas-fond non loin. Quant au couteau ayant servi à l'assassinat, il est jeté dans les toilettes avec les sandales de l'enfant. Ces différents éléments seront retrouvés par la police après aveu des suspects. Oui, des suspects, car l'homme aurait commis ces actes horribles afin d'utiliser les organes de la jeune enfant pour fabriquer des charmes. Vous savez, ces produits supposément mystiques qui aideraient les arnaqueurs à convaincre plus facilement leurs victimes. Ces fameux charmes auraient été commandés par un certain Asokba Gracien, qui, soupçonné de complicité dans le meurtre, s'enfuira à Ouémé, au sud du Bénin, avant d'être interpellé le 8 février. Ce lundi 15 juin, poursuivi pour assassinat, pratique de charlatanisme et complicité, Zogni Martial a été condamné par le tribunal de première instance de Cotonou à la réclusion à perpétuité, assortie d'une amende de 30 millions de francs CFA en dommages et intérêts à verser à la famille. Asokba Gracien a quant à lui été relaxé au motif de bénéfice du doute pour insuffisance de preuves matérielles et morales, un verdict qui passe très mal auprès de l'opinion publique béninoise. Le procureur de la République, Mario Metonou, entend faire appel de la décision. Alors, même si la famille est toujours sous le choc de ce cruel événement, et on les comprend, John Asokba, le père de la petite victime, s'est dit assez satisfait du verdict, espérant que le dénouement de cette affaire apportera le repos à l'âme de la petite Gracia Prunel, enterrée depuis le 11 avril. Il faut également espérer que cette condamnation à perpétuité servira de jurisprudence car, rappelons-le, les crimes rituels sévissent encore beaucoup trop souvent en Afrique, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale jusqu'à la partie australe du continent africain. Au chapitre Musique et People, cette semaine, on va parler du nouvel album de la diva malienne Oumou Sangaré. Acoustique, une reprise de son opus Mogoya, datant de 2017, est sortie ce vendredi 19 juin 2020. En promotion pour ce nouveau projet, la chanteuse a accordé une interview au magazine afro-américain Essence et il y a un passage en particulier qui retient l'attention, c'est la réponse d'Oumou Sangaré quant à son apparition sur une chanson de Beyoncé. En effet, dans The Lion King, The Gift, projet enregistré dans le cadre du film Le Roi Lion en 2019, Beyoncé a repris un extrait de la chanson d'Oumou Sangaré intitulée Diarabi Néné, les frissons de la passion en langue bambara. Cet extrait a été utilisé sur le single Mood Forever, une collaboration entre Beyoncé, son époux Jay-Z et Childish Gambino l'année dernière. Puisque plusieurs artistes africains comme Wizkid, Yemi Alade ou Shatta Wale ont participé à ce projet spécial de Beyoncé, nous étions nombreux à croire qu'Oumou Sangaré était également impliqué, mais apparemment pas du tout. La star malienne a découvert que son morceau avait été réutilisé en même temps que vous et moi. Dans l'interview, l'artiste a déclaré « J'ignorais que Beyoncé avait utilisé un extrait de ma chanson, mais tout va bien maintenant. J'aime Beyoncé et j'adore sa musique. C'est une brave femme, une battante. Je n'ai pas directement travaillé avec elle, mais j'adorais l'inviter sur un futur projet, conclut-elle en riant. »
Une intervention qui laisse à penser qu'Oumou Sangaré n'avait visiblement pas été prévenu, alors comment est-ce possible? Est-ce la faute de son producteur ou éditeur qui aurait géré l'affaire sans le lui dire? Ou était-ce dû au contrat de confidentialité très strict dont l'équipe de Beyoncé a le secret? On n'en sait pas plus, même si la pratique est assez courante dans le milieu de la musique. En tout cas, en prélude de la sortie de son nouvel album, notre cher Oumou nous a gratifié d'un nouveau clip intitulé Djoukuru. On regarde et on écoute. Cette semaine, une vidéo qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux en Afrique francophone, c'est ce sujet de la chaîne TV5 Monde consacré à une vaste opération de désinformation qui aurait ciblé une dizaine de pays africains en 2016. Petit extrait. Il y a quelques jours, Facebook annonce très fièrement un grand coup de balai, la suppression de 446 pages, 182 comptes, 96 groupes Facebook et 200 à peu près groupes comptes Instagram. Tous auraient été créés par une entité, une entreprise, You Reputation. C'est une entreprise basée à Tunis qui se présente comme étant spécialiste de cyberinfluence. Et depuis 2016, concrètement, contre rémunération bien sûr, elle aurait poussé des hommes politiques et des candidats via des campagnes de désinformation dans une dizaine de pays africains. Comment? En créant des faux comptes, d'une part, c'est un peu classique, en créant des faux sites d'information aussi. On va en citer quelques-uns, Guinée Actu, Maghreb Info, l'Observateur Togolais, puis la Revue Afrique, vous allez l'apercevoir normalement. Ça a été pris un petit peu plus ou moins au sérieux parce que déjà esthétiquement, graphiquement, c'est plutôt bien fait. Et puis sur le fond, ce qui est intéressant, comment ils vont procéder ces sites? Ils vont créer une audience la plus large possible. D'abord en parlant de sujets apolitiques, le coronavirus, le tourisme, la diaspora, rien de tendancieux. Et puis petit à petit, on fait de la désinformation, on avance ces pions, des informations politiques qui favorisent tel ou tel candidat. Et ensuite, bien sûr, on sponsorise les contenus. You Reputation aurait dépensé 330 000 $ en publicité Facebook. Très bien. Donc, une agence digitale tunisienne aurait tenté d'influencer les opinions des votants dans le cadre d'élections présidentielles en Afrique. Mais des votants de quel pays précisément? Une dizaine de pays africains qui ont été impactés, on va en citer 5, les Comores, la Guinée-Conakry via le site Guinée Actu, la Côte d'Ivoire où le bénéficiaire c'était l'ancien président Henri Konan Bédié qui louche un peu plus que louche d'ailleurs vers l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Le Togo, au bénéfice du président Faure Singbe, réélu en février dernier dans un scrutin contesté par l'opposition. Et puis la Tunisie, bénéficiaire Nabil Karoui, candidat malheureux à l'élection présidentielle, à la récente élection présidentielle en Tunisie. En somme, l'opération Carthage a permis de mettre à nu une tentative de manipuler les opinions par le biais de faux sites d'information et de diffusion de fausses infos via Facebook. Pour le moment, les supposés bénéficiaires de cette opération n'ont pas fait de commentaires, mais à l'approche de nouveaux scrutins sur le continent, cela devrait nous servir de rappel sur 2 points. 1. Plus que jamais, les fake news sont de plus en plus difficiles à détecter ou vérifier, surtout quand elles ont un caractère politique. N'hésitez donc pas à vérifier, voire revérifier les informations avant de les relayer. Et là, je m'adresse particulièrement à nos tontons et tatas de WhatsApp. En 2, donc mon deuxième point, c'est la désinformation n'est pas le seul moyen utilisé pour contrôler les opinions en Afrique. Il y a aussi la création par des gouvernements de cellules de surveillance et de riposte sur les réseaux sociaux. Par exemple, cette semaine, l'hebdomadaire Jeune Afrique a publié une petite enquête sur la brigade cybernétique secrète des pro-BIA. Alors, au passage, cette brigade n'est pas vraiment secrète car quiconque passe un peu de temps sur les internets camerounais en connaît l'existence depuis belle lurette. Mais quoi qu'il en soit. Dans cet article datant du 16 juin 2020, donc, l'on apprend qu'une quarantaine de jeunes auraient été recrutés par le RDPC, le parti au pouvoir depuis 38 ans, pour répondre de manière ciblée à ceux qui émettent des critiques à propos de Paul Biya ou son régime sur Facebook et Twitter. Payés environ 150 000 francs par mois, d'après l'article, ces brigadiers de la pensée pro-Biya sillonnent la toile à la tête de plusieurs faux comptes et jamais sous leur véritable identité. Certains auraient même à charge de lister, référencer et faire des copies d'écran provenant de comptes considérés comme trop véhéments à l'égard du président camerounais ou de ses proches. Alors, on va être très clair.
Qu'un parti politique cherche à se défendre sur Internet, c'est tout à fait normal. Mais quand le dit parti a une relation quasiment fusionnelle avec les institutions juridiques et légales du pays, ce n'est plus une simple bataille politique. Ça s'appelle du renseignement et de l'autoritarisme. Je l'ai déjà souligné plusieurs fois dans cette émission, mais le concept de liberté d'opinion a l'air particulièrement compliqué à accepter pour ceux qui nous dirigent. Et certains d'ailleurs n'hésitent pas à le dire ouvertement. Tenez par exemple au Niger. Sous couvert de lutte contre le djihadisme, un projet de loi portant sur l'interception des communications électroniques et visant à légaliser les écoutes téléphoniques de la population a été en discussion tout le mois dernier. Alors que cette loi menacerait la liberté déjà un peu précaire des citoyens nigériens, voilà que le ministre de la Justice aurait déclaré devant l'Assemblée nationale « Vous craignez d'être écoutés, vous l'étiez depuis et vous l'êtes encore, c'est maintenant que ça va être organisé ». Quelle ambiance. Alors, face à ce tollé provoqué par ces propos, Monsieur Marou Amadou, puisqu'il s'agit de lui, a ensuite déclaré que, je cite, ces propos avaient été sortis de leur contexte. Ah, le contexte, le fameux contexte. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui, Alors, selon Monsieur le ministre, que l'État surveille les télécommunications de ses citoyens, c'est une pratique quasiment ancestrale, et instaurer une loi permettrait de contrôler comment ces écoutes sont faites. Je suppose que le petit souci, monsieur le ministre, si je peux me permettre, c'est que justement, vous n'avez pas à mettre toute une population sur écoute d'entrée de jeu. C'est une violation basique de leurs libertés individuelles et ce n'est pas une commission du contrôle des écoutes qui rend la chose plus justifiable. Il me semble que l'article 29 de la Constitution nigérienne, portant sur le secret des correspondances, considère que les écoutes ou interceptions de communications privées sont par définition passibles de sanctions. Mais enfin, je vous dis tout ça, mais en même temps, en vrai, le fameux texte de loi a quand même été voté le 29 mai 2020 et est en principe concerné par cette loi toute personne contre laquelle il existe des sérieuses raisons de penser qu'elle menace la sécurité nationale. D'accord. Alors, sur quelle base exactement détermine-t-on qu'un individu menace ou non la sécurité nationale? Mystère et boule de couscous. Bon, en même temps, c'est très pratique, du coup, surtout à quelques mois des élections. On peut littéralement accuser n'importe qui de menace pour la sécurité nationale et intercepter ses communications sans son accord. Un peu comme on peut faire enfermer n'importe qui pour diffamation ou cybercriminalité ces jours-ci, mais enfin, revenons au sujet. Pour conclure, chers amis, faites attention à la fois à ce que vous lisez, à ce que vous écoutez et à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. On pourrait vous accuser de terrorisme sur un malentendu, ce serait bête, Voilà, mais bon, dites-moi quand même, si vous êtes sur le continent notamment, avez-vous remarqué que vous êtes surveillé sur les réseaux sociaux quand vous vous exprimez sur des sujets politiques? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, j'aurai moi-même beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Il avait été le premier artiste africain à remplir Paris-Bercy en l'an 2000. 21 ans après, il remet le couvert samedi 13 février 2021, cette fois à l'immense Paris La Défense Arena. Koffi Olomide, star congolaise aux innombrables surnoms et distinctions, souhaite renouer avec son public sur le sol français pour la présentation de son nouvel album sobrement dénommé La Légende, cela après la sortie de son précédent projet Niatakans, sorti en 2017. Koffi Olomide a invité les plus grandes stars de la musique africaine, dont Fally Ipupa, à le soutenir. Le Grand Mopao a par ailleurs prévu de rendre hommage à l'autre icône de la musique congolaise, Papa Wemba, décédé lors d'un concert à Abidjan le 24 avril 2016. Rappelons que Koffi Olomide ne s'était plus produit en France depuis près d'une dizaine d'années, notamment à cause de ses démêlés avec la justice française. La star avait fait l'objet de plaintes de viol de la part de ses danseuses. L'affaire a été classée après 7 ans d'enquête le 18 mars 2019 à la suite d'un non-lieu prononcé par le tribunal correctionnel de Nanterre. La billetterie du concert, quant à elle, sera ouverte à partir du mardi 23 juin à 10h sur toutes les plateformes habituelles. Nous arrivons au terme de ce 8e numéro du débrief. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker si vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 17h GMT sur Facebook et YouTube pour un prochain numéro. Mais si vous ne pouvez pas patienter, il y a ma newsletter hebdomadaire africa-digest.com. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très vite. Ciao!